Entreprendre, c'est être seul, face à ses choix, ses doutes, ses difficultés, ses victoires aussi. Comment vaincre la solitude du dirigeant? Je suis Florent Lyonnais, expert en stratégie d'entreprise et challenger d'entrepreneurs. Dans le masque du patron, j'analyse des cas concrets et vous donne des solutions pour sortir de la solitude entrepreneuriale. Objectif, booster vos chances de réussite. Un jour, je reçois un appel de l'assistante administrative d'un ébéniste designer dans la région toulousaine. Déjà, ébéniste designer, j'avais du mal à comprendre ce que c'était. La personne me dit, on a des problèmes d'organisation. La personne me dit, on a des problèmes d'organisation, on a besoin d'un audit. Je dis, comment vous m'avez trouvé? En tapant audit organisationnel sur Google. Ok, très bien. Écoutez, ce que je vous propose, c'est comme vous n'êtes pas loin, on va se rencontrer, je vais venir vous voir. Et on va discuter de tout ça. Me voilà donc arrivé de beau matin, prise de travail sur les coups de 8 heures, chez cet ébéniste designer. Déjà, juste l'arrivée, c'est un pur bonheur. Des meubles partout, des créations, du sur-mesure, l'odeur du bois dans l'atelier, parce que j'adore, moi, aller voir l'atelier. Quand des clients ont des ateliers, quel que soit le métier, je passe d'abord par l'atelier. On m'a appris ça quand j'étais petit, en me disant « l'atelier, c'est le poumon de l'entreprise ». Et ça, croyez-moi, c'est resté ancré en moi. Les odeurs, les sons des machines. Et là, je rencontre cet homme qui a créé cette société de toutes pièces. Je sens cette énergie en lui, cette conviction, la qualité de la production. J'avais même pas besoin de le questionner tellement c'était évident. En revanche, il était à l'arrêt. Il passait plus de temps à faire de l'administratif, à répondre à des devis, souvent d'ailleurs mal, qu'à travailler le bois avec ses mains. Et ça, pour lui, il avait l'impression de se trahir, en fait. Sa demande, elle était claire. Il avait besoin d'être mieux accompagné et d'être mieux organisé. Je lui parle de ma façon de travailler. Je ne lui propose pas un audit organisationnel complet, c'est une petite structure à taille humaine, donc on est dans de l'audit flash avec une problématique plutôt simple à appréhender. Il me reçoit dans la partie où on prend le café dans ses bureaux, de plein pied. La notion de gestion des priorités arrive très vite dans la discussion. Et là, devant moi, il y a un tableau avec des craies. Alors, j'aime pas la craie, et en plus, je suis gaucher, donc j'écris très mal au tableau. D'ailleurs, quand j'étais petit, je me faisais engueuler par les profs parce que j'effaçais tout ce que j'écrivais avec ma main. Donc, on m'appelait plus au tableau pour écrire. Là, pourtant, je prends une craie et je lui fais le cadran de la matrice Eisenhower. Cet outil utilisé et créé même par le président américain Eisenhower à l'époque, qui avait un besoin vital de gérer ses priorités. Donc, la notion d'urgence et d'importance. Un cadran divisé en 4 qui permet de pouvoir classer vos différentes actions suivant l'ordre d'importance ou d'urgence, ou les deux. Et je fais de la pédagogie. J'étais en rendez-vous de prospection. Je fais de la pédagogie et je lui explique le cadran de cette matrice Eisenhower. Il m'a regardé, j'avais l'impression de lui avoir sauvé la vie. Ce moment-là, humainement, il était juste incroyable, parce qu'il était à l'écoute. Il avait envie d'éponger ce genre de conseils. C'est le genre de choses qu'il attendait. On en est resté là. Je suis reparti. Ils m'ont dit qu'ils recevaient d'autres personnes. J'ai pour habitude de ne jamais relancer mes clients quand je suis venu et que j'ai envoyé une proposition commerciale. J'attends que les gens reviennent vers moi. S'ils ne reviennent pas vers moi, en général, ce n'est pas qu'ils ont oublié, c'est juste qu'ils n'osent pas me dire qu'ils ne m'ont pas retenu. Ça arrive, rarement, mais ça arrive. Et là, je reçois un coup de fil dès la semaine suivante, début de semaine. Je les avais vus en fin de semaine et début de semaine suivante, je reçois un coup de fil. Et c'est lui qui m'appelle et qui me dit « Florent, j'ai signé votre devis, je vous renvoie le devis, parce que j'aimerais que ce soit vous qui travaillez avec moi. » Ok. Donc, on prend acte d'une date, je viens chez lui, on commence les entretiens, j'explique à toute l'équipe, puisqu'il avait des apprentis dans l'atelier, l'assistante administrative, j'apprends que c'est son épouse. Donc j'explique à tout le monde comment va se passer ce petit audit flash. Je le remercie bien entendu. Je lui demande pourquoi il m'a choisi moi. Parce que c'est important de savoir pourquoi on est choisi. Et il m'a dit, au moment où tu as pris la craie, Florent, je savais que c'était toi. Sa problématique, c'était presque la quadrature du cercle. Il voulait plus vendre, voire industrialiser certaines productions, mais il ne trouvait personne à embaucher.
Mais si la personne embauchée, il ne peut pas industrialiser, on tourne en rond. Une spécialité dans les escaliers sur mesure d'une qualité remarquable, avec un taux de satisfaction client, je pense qui rendrait jaloux n'importe quel artisan, mais une sorte de plafond de verre qu'il n'arrive pas à dépasser, parce qu'il n'arrive pas à s'entourer, et qu'en ne réussissant pas à s'entourer, quand on est artisan, on ne peut pas faire deux choses en même temps, donc limité dans sa production, limité dans les projets, il en avait plein un carnet. Cet artisan, il avait besoin de pouvoir se projeter dans un projet qui était presque plus grand que lui. On a donc travaillé intégralement sa stratégie de développement commercial. Mais par contre, il y avait un prérequis, c'est qu'il fallait recruter. La question du recrutement, il ne l'abordait pas, non pas parce qu'il n'avait pas les moyens de recruter, il avait les moyens de recruter, puisqu'en plus, dans son métier, le carnet de commandes était plein. S'il avait une personne en plus à l'atelier qui produisait, alors il pouvait donc vendre plus, produire plus, faire plus de marge. C'est le cycle normal de la vie d'une entreprise. Et lui-même peut-être se dédier à d'autres projets, c'était l'objectif. C'était qu'il ne soit plus intégralement à l'atelier, à la production, tellement il avait du génie dans l'élaboration de projets. Cet homme, quand il va chez des clients potentiels, il a une capacité à visualiser l'environnement, à faire du sur-mesure, à être force de proposition sur de l'aménagement, sur des meubles. Ça fait mouche à tous les coups. Donc là, on se dit, je tiens une pépite. Cet homme, il ne demande qu'à exploser littéralement, positivement parlant. Donc, je me suis mis en quête de recruter. On a recruté. Et de le pousser dans ses retranchements en lui demandant, OK, est-ce qu'il y a un projet de production que tu aimerais pouvoir industrialiser? Et il en avait un. Il avait un projet de tête de lit absolument incroyable qui était auto-éclairé, c'est-à-dire que l'éclairage était à l'intérieur de la tête de lit, c'était très doux. Et les têtes de lit, elles pouvaient être personnalisées. Il y avait des designers graphiques qui avaient donc lié une relation commerciale avec lui, qui avaient été éblouis par ce projet. Et en fait, il y avait donc pour le client un choix de décor dans la découpe du bois en tête de lit, une découpe différente suivant les designers graphiques. Et donc, il avait une proposition réellement au catalogue de pouvoir créer cette tête de lit sur mesure avec ce rétro-éclairé. C'était divin. Il avait même installé ça chez lui. Il en avait fait une version test qui était chez lui. Il m'avait montré les photos. Je dis, mais tu as une pépite entre les mains. Oui, mais alors, les têtes de lit, ça ne concerne pas forcément tout le monde. Donc, en travaillant la stratégie, ça m'a permis de constater qu'il avait lui-même des freins. Je dis, OK, c'est quoi l'objectif? L'objectif, ce serait que tout le monde puisse avoir ça chez lui, mais que ça soit visible. Et souvent, les chambres, on ne la montre pas à tout le monde, sa chambre. Bonne remarque, pertinent. Alors, l'idée est venue. C'est son idée. Moi, j'ai juste été un guide. Il a créé une sorte de box, de boîte, en fait, une tête de lit miniature, rétro-éclairée, même principe, avec des matériaux très nobles et avec un design en marqueterie découpé, suivant l'artiste que le client pouvait choisir, et même mieux, puisque le client pouvait envoyer une photo et lui personnaliser, faisait la découpe. Je lui ai envoyé à titre personnel une photo du Brésil, du Corcovado. Il a réussi à me faire une découpe du Corcovado rétroéclairé. Souvent, le problème pour un artisan, c'est qu'il n'aime pas parler de lui. Un artisan, c'est humble. Et un artisan, ça n'aime pas vendre. C'est presque antinomique. Produire de ses mains et vendre, on a l'impression qu'on se trahit pour un artisan. Et pourtant, il y a une réalité économique. Il faut bien vivre de son métier. L'idée, ça a été de lui montrer ce que certains faisaient, c'est-à-dire des exemples. J'ai juste été chercher des exemples d'artisans ébénistes, peut-être pas designers comme lui, comme il aime se nommer, mais des artisans ébénistes qui créaient de très belles choses et qui communiquaient. De là est venue l'idée d'envoyer un communiqué de presse à certains journaux spécialisés pour voir s'ils allaient être sensibles à ce projet. Et ça a fonctionné. Il a aussi créé un partenariat à Toulouse avec une marque qui vend des meubles, de la décoration d'intérieur, qui a accepté de pouvoir promouvoir certains articles.
Ça lui a clairement ouvert vraiment le champ des possibles. C'était malgré tout un très bon communicant. Il aime le sport, il joue au golf, bref, il avait tout pour. C'est juste les freins que lui-même se mettait dans l'idée de commercialiser autrement. Pour réussir à surpasser ce frein de la commercialisation, donc de l'autopromotion, j'ai utilisé un levier très simple parce qu'il avait déjà franchi le cap avec une marque très connue dans la région toulousaine. Il avait été approché par une marque qui utilise des triporteurs, donc ambulants, nomades, dans Toulouse, pour vendre leur production de bijoux. Et c'est lui, cet artisan, designer, ébéniste, qui est à l'origine de la création de ce triporteur. Beaucoup de bois, très fonctionnel pour pouvoir ranger tout, reprendre et pédaler pour s'en aller. Bref, cette marque a même eu les honneurs du hall central des Galeries Lafayette. Donc il a su faire la promotion de son talent auprès de cette marque. Donc finalement, cette démarche, il l'avait déjà eue. Il n'y a pas eu grand-chose à faire pour le convaincre. Lui parler aussi de certaines personnes que j'avais pu accompagner, comme un designer de vêtements, qui lui aussi était très fier de ce qu'il faisait, mais avait beaucoup de mal à accepter de communiquer et de se vendre lui-même. Ce designer de vêtements donnera lieu d'ailleurs à un autre épisode. En fait, je n'ai été qu'un révélateur. J'avais en face de moi quelqu'un de talentueux, mature, quarantaine, avec plein d'idées dans la tête, mais qui avait juste du mal à mettre tout en forme pour pouvoir en faire quelque chose, une stratégie, tout simplement. Donc on a mis les choses les unes derrière les autres et on a bâti une stratégie de développement commercial. La stratégie, il fallait plusieurs piliers. Par exemple, son activité, elle est très visible sur le web, sur les réseaux. Son compte Instagram, tout le monde l'aimait bien, son site internet avait été refait et il était plutôt efficace, sauf que il n'était pas assez commerçant. Par exemple, il n'y avait pas assez d'endroits où un client potentiel pouvait cliquer pour aller demander un devis. Rien que ça déjà, moi, je trouve ça dommage quand on présente des produits de qualité. Donc, on a retravaillé la présence sur les réseaux. La personne qui s'occupe de l'administratif avait largement assez de temps pour s'occuper aussi des réseaux sociaux, donc on a décidé qu'elle cumulerait les fonctions et qu'elle ferait des photos de la production à l'atelier, des vidéos même de ces productions pour pouvoir les poster sur les réseaux sociaux pour faire la promotion, encore une fois, de cette marque, puisque à lui tout seul, il représentait une marque, cet ébéniste designer. Ensuite, on a aussi mis en place un outil informatique. La gestion des demandes de devis entrantes, il fallait absolument utiliser un CRM. On ne pouvait pas continuer à le faire uniquement avec des mails qui arrivent. Non, il fallait pouvoir créer ce qu'on appelle un tunnel de vente, c'est-à-dire des demandes de devis qui apparaissent, on les met, on les gère avec des niveaux de priorité. Et oui, on revient aux priorités. On répond dans les délais à des demandes, on envoie des devis, on se déplace chez le client le cas échéant pour faire un devis quand c'est des choses sur mesure qui nécessitent de voir l'environnement. Bref, tout un écosystème a été mis en place autour de l'avant-vente. Séduire le client potentiel, recueillir des demandes de devis, envoi de devis. Il fait partie des artisans quand il se déplace chez le client, ce qui est la majorité des cas. Son atelier n'était pas fait pour accueillir des clients. Après, franchement, je pousse les gens à aller voir un atelier d'ébéniste. Mais quand il était chez le client, il commençait à parler, à s'exprimer. Et ce qui est incroyable, c'est que même quand il ne connaissait pas l'environnement avant la visite, il arrivait à créer une histoire autour de ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire qu'il arrivait à projeter le client dans ce qu'il allait construire de ses mains. Et à chaque fois, c'était pensé, il y avait une finesse de réflexion. Il allait jusqu'au détail des matériaux, même des senteurs des bois. C'est-à-dire qu'il arrivait à projeter le client dans les senteurs. C'est incroyable. Et en plus, il avait une marque de fabrique, c'est qu'il fait ce qu'on appelle du upcycling. Ce n'est pas du recyclage, c'est surtout qu'on utilise des matériaux d'un ancien meuble pour en faire un nouveau meuble. Et de pouvoir devenir un conteur, a changé sa vision des choses, même la vision de son propre métier. Il n'était plus seulement deux mains qui construisaient un objet, il était deux mains et une bouche qui racontait aussi une histoire. Par exemple, et cette histoire m'a particulièrement touché, un client voulait une bibliothèque sur mesure. Lors de la visite du logement de ce client, notre ébéniste designer voit
un meuble posé là, comme ça, sans raison. On sent que le meuble, il n'a pas sa place au milieu de l'environnement. Donc il pose la question, il questionne le client. Et le client lui dit, mais ça c'est un meuble qui appartenait à quelqu'un qui m'était très cher et qui n'est plus de ce monde. Et là, plutôt que de se contenter de ces mots, il a répondu au client. Ça a fait écho chez lui, ça a touché une corde sensible. Et il a proposé au client, plutôt que de laisser ce meuble perdu dans un environnement où il semblait rien avoir à faire, d'utiliser ce meuble et surtout chaque pièce de ce meuble et d'intégrer chaque pièce de ce meuble dans la nouvelle bibliothèque qui allait être construite. Ça, c'est juste bouleversant. Le client, il a dit oui immédiatement. C'est-à-dire que pour lui, en plus, bibliothèque veut dire livre, livre veut dire conte, veut dire aussi passeur d'histoire. Et quelque part, à travers ce meuble qui avait appartenu à quelqu'un qui lui était cher, ce meuble allait faire partie intégrante d'un nouveau meuble qui allait avoir une nouvelle vie, mais qui allait accueillir des livres qui sont un passage de témoin par excellence. Ce que cet accompagnement lui a permis de réaliser, c'est de se réinventer. Il a réinventé sa façon de travailler. Il pensait qu'il avait atteint un plafond de verre, en réalité il était encore loin du plafond de verre. Administrativement, ce qu'on appelle le back-office, tout fonctionne bien. Il a recruté les bonnes personnes pour l'accompagner à l'atelier, ce qui lui permet de dédier son temps aujourd'hui à la création de projets beaucoup plus personnels, qui le touchent. Et en termes de développement commercial, comme il y a une réalité économique derrière tout métier, eh bien, il a réussi à pouvoir conserver la création de meubles sur mesure, ce qui le touche, ce qui lui permet de continuer à raconter des histoires, à écouter aussi les histoires de ses clients, mais en parallèle à développer un produit qui peut être beaucoup plus industrialisé, à plus grande échelle, et qui donc permet un rendement économique plus intéressant. Il a réussi finalement à pouvoir se développer commercialement dans le meilleur des deux mondes. Et quand je l'ai quitté, ce qui a aussi changé, c'est qu'avant, il était autocentré. La communication pour lui était un mal nécessaire. Il n'y voyait pas d'intérêt, tellement persuadé que tout le monde devait connaître la qualité de ses productions. Mais ça n'est pas aussi simple. Le fait de mettre en avant ses productions sur les réseaux, de la meilleure manière qui soit, de pouvoir montrer la qualité de son travail et les histoires qui sont derrière chaque produit qu'il crée, ça lui a permis aujourd'hui de changer d'état d'esprit en matière de communication. Aujourd'hui, il s'est adouci. Il s'est un peu apprivoisé la communication de sa propre marque. Ça le rend plus docile, plus ouvert aussi à communiquer sur ce qu'il fait, sur ses projets. Pour preuve, une de ses fabrications est passée dans un journal donc spécialisé dans la décoration. Ça a été pour lui une révélation. Il n'a pas vendu son âme au diable pour ça. Il a juste montré qu'il était capable de produire quelque chose de vraiment original. Le fait que sa vision de son métier, de lui, de ses productions, que tout ça ait pu évoluer au fil du temps, eh bien, en le quittant, il m'a dit cette phrase incroyable. Il m'a dit, en fait, j'ai juste arrêté de parler de mes meubles. J'ai parlé de ce que les gens allaient vivre avec. Si je devais donner un conseil à des artisans, des auto-entrepreneurs, des gens de talent qui pensent qu'ils ont atteint leur plafond de verre, eh bien, c'est de remettre de la cohérence entre votre passion et votre modèle économique. Vous ne vous trahirez pas en retravaillant votre modèle économique. Vous pourrez conserver intacte cette passion qui vous guide, qui est audible, que les gens apprécient, tout en repensant votre modèle économique pour plus de rentabilité, plus de chiffre d'affaires, bien entendu, et quelque part aussi une forme d'épanouissement, car ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Parce qu'à la fin de l'histoire, vous ne vendez pas une simple prestation ou un simple objet. Vous vendez toute une histoire autour de cet objet ou de ce service. Et c'est ça qui touche les gens. C'est ça qui fait vibrer la corde sensible. Pour autant, ce n'est pas parce que vous voulez développer votre modèle économique que vous allez vous perdre dans ce modèle. Vous allez conserver votre authenticité et ça sera pour le meilleur. Chez les artisans et les auto-entrepreneurs, le vrai reboot,
ce n'est pas de changer de métier. C'est d'assumer d'être à la fois créateur et chef d'entreprise. Ces conseils peuvent-ils être appliqués dans votre entreprise ? Je serais curieux de lire vos retours en commentaire. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le par des étoiles, des cœurs et en vous abonnant pour ne rien louper. Vous voulez aller plus loin ? Rejoignez le projet Reboot 30 jours d'accompagnement sur mesure pour vous amener là où vous le souhaitez. Toutes les infos sont dans la description. Le masque du patron revient dans 2 semaines. En attendant, n'attendez plus.